partager mon écran de téléphone. Le Rodrigo, confirme-moi qu'il faut que j'arrête de faire le partage ici et que j'aille sur Zoom. Donc, on va en bas ici. Non, 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 pas le filtre. Hmm. Ah ah. Je vais partager mon écran de téléphone. Vous me direz si vous le voyez. Et on va s'en aller sur l'application mobile. Et voilà. Oh, on va tasser ça ici. On va activer. Oui, le petit point A, il est ici. On va activer le point pour que vous puissiez suivre mon curseur sur la plateforme. Donc, lorsqu'on s'est enregistré, qu'on a téléchargé l'application mobile soit sur Android ou sur le Apple Store, voici, ça va être la première page que vous allez voir en arrivant ici. Donc, on peut automatiquement démarrer une liste d'identification sur le champ à l'heure qu'il est, à la date qu'il est. Et le téléphone, évidemment, va prendre la géoréférence et identifier ça comme lieu de référence. Mais avant de commencer une liste d'observation, je vais prendre le temps aussi de vous partager, là, si on va en bas ici, les petits onglets. Ah, attendez, les petits onglets qui sont ici, où on peut avoir la version, notre profil, l'aide, mais aussi l'endroit où on peut, bon, ça devrait être écrit français au lieu de French ici, où on peut modifier les paramètres du compte et s'assurer qu'on les paramètres présentent l'application dans la langue qu'on désire. On a accès à tous nos listes d'observations qu'on a soumises jusqu'à présent. Et ensuite, si l'application, pour une raison, vous n'étiez pas en ligne, vous n'étiez pas en mesure de soumettre parce qu'il n'y avait pas de connexion, elles vont être dans l'onglet non soumis et vous allez pouvoir les soumettre lorsque vous allez arriver dans une zone où il y a de la connexion. Et pour faire des modifications de vos listes de contrôle ou les partager pour l'instant avec d'autres participants, on ira tantôt, mais je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à la plateforme web à partir de l'application mobile. Et il y a aussi, ce que je pourrais vous démontrer tantôt, on peut, ouais, je vais annuler ma liste de contrôle. On peut aller dans l'IA tout de suite et avant même de partir une liste, soumettre une photo avec le téléphone ou si votre caméra est connectée à votre téléphone en allant ajouter une image ici. Euh, Soit à partir de la caméra si on veut la prendre live, en direct, ou encore à travers les images récentes. Vous allez voir, il y a quand même plusieurs photos de papillons sur mon téléphone. Ah, on va faire un test ici. On va y aller avec un très rare Hespérie de l'indigo sauvage qu'on a photographié à l'insectarium. Je vous encourage ici à utiliser vos doigts pour vraiment faire un zoom sur l'image le plus possible. Là, et voilà, on choisit, puis on passe sur Identifier. Et à 98 je vais vous dire que je suis pas mal fier parce que l'Hespérie de l'Ancolier est presque identique à cette espèce-là. L'algo réussit à l'identifier. Puis lorsqu'on commence avec une approche d'identification, on a l'option d'ajouter et de partir une liste d'observation à partir de cette photo-là, ce qui ne sera pas le cas ici. On va plutôt commencer une liste. Donc, on va retourner à la liste ici. On va la rechanger maintenant. Il est à 18h18. Et tout va bien pour l'instant. Vous m'entendez? S'il y a de quoi, faites-moi un signe. Et on va donc démarrer la liste ici. Mais si vous voulez soumettre une liste qui a été faite plus tôt dans la journée ou à une autre date, vous avez tout simplement qu'à cliquer sur le champ ici et modifier l'heure, modifier la date tout simplement pour, en conséquence. Vous pouvez faire la même chose pour la date. Vous pouvez la modifier ou la laisser ainsi. Vous pouvez changer le mois, l'année, évidemment. Donc, vous pouvez soumettre des listes, pas nécessairement, pas uniquement en direct. On confirme. Là, j'ai un petit problème avec mon Python qui ne me suit pas. Ah, là, il me suit. OK. Donc, on va commencer la liste maintenant. Et lorsque vous ouvrez, vous amorcez une liste, il y a deux onglets en haut on peut noter, qui sont le point géoréférencé, donc là où on se trouve présentement, qui est
l'endroit où j'habite. On peut le terminer, mais on peut le modifier si on le désire. Et la date encore, comme vous le voyez. Donc, tous les onglets qui sont en vert sont modifiables. On a la capacité de chercher des espèces. Donc, on va taper ici tranquillement monarque. Vous pouvez les taper en latin, en anglais, en espagnol et en français. Et les espèces, en fait, du Québec et du Canada vont tous être disponibles en français, mais on n'a pas des noms français pour l'ensemble des espèces du monde. Donc, ici, monarque, dès on le voit, on peut aller cliquer sur monarque et tout simplement taper sur le plus pour ajouter le nombre d'individus qu'on veut. Et à chaque fois qu'on tape, ben, on ajoute une unité finalement au nombre. Et dans ce cas-ci, là, bon, évidemment, je n'ai pas vu 10 monarques présentement, mais j'en ai vu quelques-uns l'autre fois. J'en ai vu trois. Donc, on va en mettre trois. Et pour accéder à la page de détail ici et mettre des notes, on clique tout simplement, on tape tout simplement sur le nom de l'espèce lorsqu'on est dans la liste. Euh, on va écrire frais et clos avec un point d'interrogation. On va pouvoir, à partir d'ici, ajouter. Oh, on entend les jets bleus dans la cour. On va pouvoir ajouter ici des images à partir des détails. Et on va y aller avec un monarque ici. Voilà, terminé. Et on retourne à la liste. Là, si on veut ensuite voir l'ensemble des espèces qu'on a dans notre liste, on tape tout simplement sur Recherche terminée. Et ensuite, bon, on se promenait, puis on va refaire l'exercice de l'indigo sauvage et on va aller, cette fois-ci, justement, l'Hespérie de l'indigo sauvage est une espèce très dure à identifier, donc j'ai besoin de l'aide de l'intelligence artificielle, donc je tape sur l'icône de la caméra en haut et je vais sur Ajouter une image. Je vais dans Récent encore une fois, et là, on reprend l'image de tantôt, on zoome le plus possible, plus on zoome, plus l'algo performe bien. On fait choisir, identifier. On arrive à inspirer de l'indigo sauvage à 92% cette fois-ci. Et là, ça va m'offrir de l'ajouter à la liste d'observation. Et voilà, l'espèce est maintenant dans notre liste d'observation et on a un décompte d'un individu. Si on va dans les détails, la photo est déjà présente. Donc, moi, j'aime beaucoup, en fait, particulièrement pour les espéries qui sont compliquées, utiliser cette approche-là pour ajouter des espèces à ma liste lorsque je les prends en photo. Les photos peuvent être ajoutées plus tard en ligne aussi. Vous n'êtes pas obligé de télécharger vos photos sur votre liste d'observation à partir de l'application mobile. Ça peut se faire plus facilement, plus rapidement aussi sur la plateforme en ligne lorsque vous utilisez une caméra euh, euh, en fait numérique qui est autre que votre téléphone pour documenter vos observations. Si on veut rajouter d'autres espèces, bon, le vulcain est très commun cette année et la nouvelle génération va d'émerger. Donc, on tape vulcain, on pèse sur le plus. Moi, le petit piton est encore parti cette année, ça. Et on ferme le X ici et le vulcain est ajouté à la liste. Dernièrement, il y a des amirals une deuxième génération qui sont émergées. On en ajoute un si on veut ici. Et recherche terminée, maintenant, notre liste est rendue à 4. Donc, mettons qu'on se promène en nature et tout ça, et on voit un vulcain de plus, ben, on va tout simplement taper, oh, il y en avait deux cette fois-ci, on tape à trois. Si on tape une fois de trop, puis on a une erreur, ben là, on tape tout simplement sur le nom de l'espèce, puis on peut aller corriger tout simplement le nombre ici, puis l'ajouter. Terminé. OK. Donc, c'était pour moi un petit inventaire, une pause au travail où je suis allé dans notre jardin des pollinisateurs, puis c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc, j'ai terminé d'inscrire mes espèces et donc maintenant, je vais aller partager les détails de la liste d'observation. On était au 27 chemin de la forêt à Rigaud. C'était, dans ce cas-ci, un inventaire qui était pas avec une distance mesurée, mais plutôt une superficie déterminée. Donc, je vais sélectionner ce type d'inventaire-là. Là, il y a un petit détail ici qui me chicote, mais qui devrait être corrigé dans la mise à jour de la semaine prochaine. Le terme zone devrait être l'air ici, plutôt, avec l'unité à ajouter à côté. Ma cour fait à peu près 300 mètres carrés. Et donc, j'ajoute l'unité qui est en mètres carrés ici. Et finalement, la taille du groupe qui ont participé à l'inventaire, j'étais seul
et je l'ai fait pendant 10 minutes. Euh, on déroule un petit peu plus bas ici si vous voyez bien le truc. On me demande, je soumets une liste de tous les papillons que j'ai observés à cet emplacement, à cette date et à cette heure. La réponse est oui. Après ça, il y a une question qui peut apparaître un petit peu particulière, mais est-ce que ça provient d'une volière à papillons? La réponse est non. Et pourquoi on pose cette question-là? C'est que euh, bon, il y a de plus en plus de volières à papillons qui maintenant vont pouvoir utiliser l'application de eButterfly pour des raisons éducatives. Étant donné que l'application est gratuite, on va aussi s'en servir en collaboration avec d'autres volières et à l'insectarium pour faire des études dans nos macrocosmes que sont les volières et tester des patrons d'utilisation de fleurs, aussi calculer finalement la détectabilité des papillons dans nos volières parce qu'on sait exactement la quantité d'individus qu'on relâche. Donc, on a décidé d'ajouter cette fonctionnalité-là parce qu'elle était demandée par plusieurs volières à travers le monde de pouvoir utiliser l'application mobile. Donc, on a terminé, mais oups, j'avais oublié d'ajouter une espèce, le fameux Hespérie des graminées. Oula. Série des graminées. Il y en avait deux ce jour-là, un peu dans la fin de la période de vol. Recherche terminée et on retourne. Et vous voyez, tous les paramètres ont été maintenus et la cinquième espèce a été ajoutée. J'ai terminé. Je soumets la liste d'observation. On voit soumission en cours ici. Et voilà, la liste a été soumise. Et si j'avais une modification à faire à cette application mobile-là, je ferai en sorte que les nouvelles listes apparaissent en haut et on va demander à nos programmeurs de faire cette modification-là. Donc ici, on clique sur la liste, on peut voir en fait les individus, les photos. On n'a pas je ne pense pas qu'on a accès aux photos ici, mais on voit ce qui a été soumis, le numéro unique d'identification de la liste, la date, le lieu. Mais si on veut avoir accès à toutes nos listes d'observation, on clique ici, puis on apparaît, en fait, même sur notre téléphone, sur les listes que l'on a produites. Dans ce cas-ci, ce n'en est pas une vraie. C'était une démonstration, donc je vais aller l'effacer. Voulez-vous vraiment supprimer cette liste? Je confirme que oui. Et voilà. Et donc, la liste a été effacée. Et si vous voulez partager, vous n'étiez pas seul et vous voulez partager votre observation avec quelqu'un, donc c'est à travers, pour l'instant, la plateforme web qu'on peut faire, on peut partager les listes d'observation, mais bientôt, on va pouvoir le faire sur l'application mobile aussi. Mon cher Rodrigo, est-ce que ça fait le tour sur ce qui aurait pu être démontré là, pour l'application mobile? J'ai l'impression que oui, mais je veux juste m'assurer avec toi que je n'ai rien oublié. J'en déduis que oui ou... OK. On va dire que oui. Et sinon, si vous avez des questions, on pourra toujours retourner à l'application mobile. Je vais arrêter le partage et on revient. Donc, tout va bien pour l'instant? Oui? OK. Des questions avant qu'on retourne sur la plateforme en ligne? On a le temps ici là, avant d'aller faire une démo. Euh, oui, non. Sur le clavier? OK, je vais aller voir. Je vais répondre OK, dans le Q&A. Hein. Il n'y a pas de questions ici, mais dans le chat, oui. OK, désolé. Recommandez-vous d'utiliser cette application à la place des naturalistes? En fait, bon, ça, c'est une super question. Pour l'observation des papillons de jour, la recommandation, si c'est vraiment votre intérêt primaire, c'est les papillons de jour, je vous recommande d'utiliser évidemment eButterfly. Simplement parce que on produit des listes d'espèces avec une abondance, avec un effort mesuré dans le temps et dans la distance. Donc, à ce moment-là, oui. Ça serait la recommandation. Si vous le faites de façon opportuniste en observant d'autres insectes ou la biodiversité en général, vous pouvez continuer à utiliser le naturaliste. C'est une belle plateforme pour ça.
Mais c'est certain aussi qu'avec l'appli mobile, maintenant, ça va être beaucoup plus facile de partager des listes d'observation. Et on va, d'ailleurs, j'en parlais avec Marc Bellil ce matin, à partir de l'automne, on va aussi offrir la capacité de migrer les observations de papillons de jour qui sont sur une naturaliste et de créer des listes, au moins de présence, pour une date précise et un lieu précis pour un observateur. Donc, ça va pouvoir être ajouté au compte des gens. D'ailleurs, le compte, c'est ce que je vais aller vous montrer maintenant, les fonctionnalités sur la plateforme des Butterfly. Donc, je vais repartager mon écran ici. Et puis, on va s'en aller ici, sur la plateforme. OK, donc je suis enregistré maintenant sur eButterfly. Vous voyez ma main, j'espère. Donc, on va y aller en français, les amis. Oh non, ça c'est talent. OK, on va mettre ça ici. On va y aller en français. Donc, on a la barre d'outils en haut ici, puis comme sur la plupart des plateformes de sciences participatives aussi, on a un menu déroulant pour accéder à notre compte, à notre eButterfly, où je vais aller, euh, qui est l'endroit où toutes nos listes d'espèces à vie, par mois, par année, pour chacun des pays, se retrouvent. Donc, on peut le voir pour 2024. On peut le voir en juillet et tout ça. On a accès à ces listes-là pour le Canada. Si on clique ici, on va voir le nombre d'observations pour chacune des espèces. Elles sont placées de façon taxonomique aussi. Et si on clique sur les observations, on va être en mesure de les voir à tous les endroits qu'elles ont été partagées et depuis quand. Donc, il y a vraiment des façons intéressantes finalement de se promener et de découvrir finalement, de consolider, de mettre en commun l'information qu'on a. On a aussi dans notre truc ici un petit profil qu'on peut partager. Oh, là, je pourrais modifier mon profil en fait. Qui est disponible, que les gens peuvent voir lorsqu'ils font des identifications ou lorsqu'ils interagissent avec vous euh, sur la plateforme. Donc, je vais retourner à mon eButterfly ici. Et moi, ce que j'utilise souvent, en fait, ça va être la capacité d'avoir accès à mes listes, de chercher mes listes d'observation pour aller soit les modifier, soit ajouter des images en tout temps. Et donc, ça peut être fait. Pour chaque liste, on a accès au lieu. Ici, on peut modifier le lieu si on veut ou non. On peut consolider des lieux. Là, je vais retourner maintenant à l'autre endroit. Euh, Quand on voit toutes les listes, si on retourne ici, on peut modifier la date, on peut modifier tous les détails de la deuxième étape. De quand avez-vous observé les données? Est-ce que c'était quel type de relevé c'était? La date, la distance, bon, dans ce cas-ci, l'air, et la taille du groupe et tous les gens qui ont participé. Voilà. Euh, et finalement, si on veut ajouter des espèces ou on veut ajouter des images, des photos, ben là, on va à la troisième étape où on a des cartes pour chacune des espèces qui sont soumises. Euh, et on peut tout simplement venir ici et ajouter des images au besoin, modifier, effacer des espèces, en ajouter. Particulièrement lorsqu'on partage les feuillets avec des gens, il y a des gens qui n'ont pas vu certaines espèces en même temps que nous, donc ne voudront pas avoir l'espèce sur la liste. Et la copie du partage est une copie, est un partage indépendant. Donc, euh, si vous modifiez des trucs sur votre liste, elles ne seront pas modifiées sur la liste des gens avec qui vous avez fait vos inventaires. D'ailleurs, ensuite, on peut aller dans nos identifications, nos observations, les projets auxquels on participe aussi. Moi, je me suis inscrit à quelques projets ici quand on testait la fonctionnalité de cette approche-là, qui est similaire à celle de eNaturalist. Il y a une petite chose qu'on va corriger, qu'on va ajouter, c'est la capacité de circonscrire le projet dans l'espace de façon plus détaillée avec des fichiers KML, comme on peut le faire sur eNaturalist. Bon, maintenant, on va aller dans le panel d'identification des données sur eButterfly ici, pour montrer aux gens aussi comment on peut contribuer à valider les identifications euh, qui sont présentes.
On va y aller pour le Québec. Puis on va demander de chercher les observations qui sont pour le Québec. Donc, on a ici une argine Cybèle. Ouh, ça, c'est pas facile. Euh, donc, j'aimerais ça voir l'image. Et voyez-vous pourquoi je crois que c'est une argine Cybèle? Je vais vous donner un petit truc de pro ici. On voit que l'œil est rouge ou brun, alors que l'argine atlantique, qui est celle pour laquelle on la confond la plus souvent, ben l'œil est bleu. Atlantique, haut, bleu, c'est ma technique. Donc, j'aurais tendance à approuver cette observation-là. Mais déjà, étant donné que c'est déjà fait, puis je voudrais passer un petit peu plus de temps pour être certain de mon affaire, regarder d'autres caractères, je ne le ferai pas nécessairement cette fois-ci. Donc, un azur estival. Ici, Yann Boulanger. Euh, on va aller modifier cette observation-là, en partie parce que l'azur estival n'existe plus au Québec. Il y a de la littérature qui a démontré que finalement, c'était simplement la deuxième génération d'une espèce qui est l'azur printanier du Nord, l'azur lucia. Et je vais mettre ici, en fait, Celastrina lucia. Je vais mettre un commentaire ici. Cette Sénéglec ne se trouve pas au Québec. Des analyses récentes par Leberry ont démontré que les individus estivales ou estivaux, estivales, que l'on retrouve l'été sont une deuxième génération de Lucia. Et je fais, ah non, non, ici, ouais, je fais identifier. Et voilà. Donc, le commentaire va être présent ici. Et là, ce qu'on va voir, c'est que tranquillement, l'observation devrait, quand ça va être mis à jour, revenir à Celastrina SP, tout simplement. Donc, tout le monde peut le faire, tout le monde peut contribuer. On vous encourage à le faire. Papillon du céleri ici, qui est déjà identifié, bon, évidemment, on l'accepte, c'est une femelle. Les vulcains qui ont été soumis par Calopogon, qui s'avère être Denis Larrivée, en fait. Ici, on peut l'accepter aussi. Si c'est déjà accepté, dans ce cas-ci, ah, ici, on a, en fait, on voit que c'est un papillon de nuit. Deux fois ici que c'est un papillon de nuit. Et à chaque fois, on a été capable de mettre le code plutôt lépidoptère et non papillon de jour euh, pour éviter justement que des observations de ce type-là apparaissent. On peut modifier les filtres aussi. On peut voir les observations qui ont besoin d'identification ou toutes les observations et tout ça. Puis, on vous encourage à contribuer autant que vous voulez pour la validation des observations. Je vais aller dans la fonctionnalité de projet ici, qui, si vous êtes familier avec celle-ci, vous permet en fait de créer un projet pour une région donnée, pour une période de temps donnée, où tous les inventaires qui vont correspondre à cette région-là et ceux des gens qui participent à ces inventaires-là vont être automatiquement consolidés dans ce projet-là. Où pourrais-je aller? On va aller dans le papillon du Panama ici, où il y a 8 membres, des membres très actifs de ce qu'on peut voir. On voit que depuis que le projet a été créé, ça, c'est toutes les espèces qui ont été soumises. En 2024, ça, c'est le nombre d'espèces que l'on y retrouve et ce qui a été soumis jusqu'à date au mois de juillet pour ce projet-là. On voit ici les participants du mois les plus actifs. On a le top 100 si on veut le voir au complet. Les photos de ces espèces-là qui sont partagées et tout ça. Et ça, on peut le faire. On pourrait faire un projet pour, bon, évidemment pour moi, à Rigaud, pour l'insectarium, pour votre ville, pour votre cour arrière, si vous le désirez.
et vous pouvez inviter les gens, leur offrir de rejoindre le projet et automatiquement, toutes les observations qui vont être circonscrites à l'intérieur de la zone géographique vont être comptabilisées dans le projet. Et on peut aussi aller euh, automatiquement faire une validation des, excusez-moi, des identifications à ce moment-là. Oh, on voit ici qu'il y a un petit bug, par exemple, sur le lieu, sur la région qu'on va devoir corriger à cet endroit-là. Voilà. Je vais prendre un petit peu de temps ici pour vous montrer les différences entre la soumission des observations, excusez-moi, des observations à travers le portail web parce que les fonctionnalités sont beaucoup plus grandes. Donc, on va aller soumettre des observations ici. La différence, c'est qu'ici, on y va, on identifie le lieu en premier pour créer la liste d'observations. On peut créer un nouveau lieu. On va faire Rigaud, par exemple, ou tout simplement 27 chemin de la forêt à Rigaud. Et le lieu va être choisi, un peu comme ça se fait sur les autres plateformes de sciences participatives. On peut le modifier, on peut cliquer pour l'identifier de façon plus précise. Le pays et la latitude, la longitude se font. Mais pour aller plus vite aussi, la plupart du temps, on aime accéder à nos sites récents. À ceux qu'on utilise fréquemment, on peut faire une recherche de nos sites préexistants en tapant ici. On va clubber des sables où je serai la semaine prochaine. On pourrait choisir ce lieu-là à tous les endroits où on fait des inventaires dans ce cas-ci, 27 chemins de la forêt. Et on arrive à la deuxième étape où là, on choisit notre type de relevé. Là, c'était un péril du chou qui volait de façon. Je n'étais pas en train de faire un inventaire de papillons. Je l'ai vu passer par la fenêtre, puis je décide de soumettre, de partager l'observation. C'est aujourd'hui, le 25. Dans ce cas-ci, on n'a pas nécessairement besoin de partager l'heure et la durée. J'étais seul. Et non, ce n'est pas une maison à papillons, évidemment. Puis je ne partage pas dans ce cas-ci l'observation. Donc, on déroule plus bas. Et vous voyez ici, il n'y a pas la question est-ce que vous partagez, ou en tout cas, il n'y a pas d'autres questions. On va le voir à l'étape 3. Puis ici, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on crée des cartes d'espèces pour bâtir notre liste en tapant le plus ici, ajouter l'espèce, un individu. Et là, on écrit Pieris à cause de l'accent. Et voilà, j'aurai l'option d'ajouter une image. Le type d'utilisation est public, peut être sensible ou ici, la donnée s'affiche en anglais. Et le type aussi d'observation. Dans ce cas-ci, ça va être une observation sans image. Et en même temps, par hasard, j'ai vu un vulcain passer. Donc, j'écris vulcain. Et voilà, je choisis, encore une fois, et voilà, et j'ai terminé. Donc, je soumets mon observation et je peux créer des listes comme ça jusqu'à 50 espèces si on est dans les tropiques et ça va fonctionner très, très bien. Et là, on voit que les espèces, bon, on a la page de détail de l'observation et on voit que tout s'y trouve ici et que les espèces sont présentes mais qui ont besoin d'une identification et on peut faire les identifications à ce moment-là si on le désire. Évidemment, je vais aller effacer ce feuillet-là pour plus tard, mais ici, je pourrais partager la liste avec un autre utilisateur. C'est des trucs intéressants que je veux partager sur les réseaux sociaux. Je peux copier l'adresse du lien de la liste pour la partager sur mes réseaux sociaux ou dans un courriel avec des collègues. Si c'est un endroit où je fais souvent des observations, j'ai plusieurs listes à partager, je peux soumettre une autre liste d'identification du même lieu, la même date du même site à la même date, ce qui est rare, mais qui peut arriver lorsque on est chez nous. La même région, donc la carte va zoomer à ces endroits-là. Et on peut tout simplement aussi aller modifier l'étape qu'on désire s'il y a des choses qu'on a omises. Donc, dans ce cas-ci, je ne partagerai pas la liste. Je vais plutôt l'effacer parce que c'est une démonstration. Confirmer. Et voilà. Je pense que ça fait le tour pas mal. Il y a évidemment aussi la page pour explorer l'ensemble des données. On a plusieurs filtres aussi pour explorer soit les espèces qui sont dans la banque de données,
De façon intéressante, depuis le début de la présentation, il y a trois nouvelles espèces qui se sont ajoutées à la liste du butterfly. Et en fait, depuis 5 heures cet après-midi, il y a au-dessus de 150 feuillets qui se sont ajoutés. Non, plus de 100 ou près de 100 dans la dernière heure. Donc, ça vous donne une idée. Si on clique ici, ben là, on arrive sur les inventaires, les observations, et on peut voir où se trouvent ces observations-là. Et si elles ont besoin d'identification, on peut cliquer ici et tranquillement aller probablement sur l'observation en cliquant sur le... Oh non, une façon d'accéder aux feuilles, il me semble. Et voilà. Et donc, on peut aller valider l'observation ou pas. Mais dans ce cas-ci, je vais laisser les pros de cette région-là faire cette validation. Donc, moi, j'aime beaucoup la page Explorer les données, particulièrement quand je vais à des endroits où je ne suis jamais allé. Je vais vérifier qu'est-ce qu'ils volent en ce moment. Je vais voir aussi où est-ce que je pourrais trouver des espèces que je n'ai pas encore trouvées, à quelle date elles volent, aller chercher cette information-là. Et pour chaque espèce aussi, on a accès si on clique sur le nom de l'espèce, à des cartes d'espèces avec des images, avec les périodes de vol, avec l'information qui est disponible sur Wiki, et aussi à notre arbre taxonomique sur lequel vous pouvez en fait aller chercher toute l'information présente là, sur la- l'origine taxonomique de cette espèce-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très, très utile où on peut aussi apprendre énormément. Voilà, donc je vais arrêter le partage, puis je vais prendre le temps de voir. Je pense que là, Rodrigo, on peut ouvrir les micros de tous et répondre à des questions si certaines personnes ont des questions. Je vais aller voir dans le chat aussi. Oui, excellente question. En fait, on est intéressé à tous les stades. Je ne l'ai pas mentionné, mais dans les cartes sur la plateforme web, on peut soumettre des observations, on peut soumettre en fait des décomptes d'œufs d'adultes pour la même observation, puis bien les séparer, un peu comme ça se fait sur eBird et pour les chenilles aussi. Donc oui, absolument. Puis c'est quelque chose qu'on va ajouter sur l'application mobile parce que dans la carte détaillée d'une observation sur l'appli mobile, on ne peut pas séparer les stades. Mettons qu'on a vu une chenille, un œuf et un adulte de monarque, par exemple. On peut juste mettre un décompte total pour l'instant, mais ça serait bon de pouvoir séparer les stades aussi. Excusez, vous m'entendez là? Oui, ben oui, on vous entend. Est-ce que donc ça veut dire que le petit logiciel est déjà capable d'identifier les chenilles? Il est capable. Il ne performe pas aussi bien que pour les adultes. Dernièrement, je vais vérifier avec nos programmeurs, mais j'ai l'impression que les chenilles ont peut-être même été enlevées pour augmenter la performance chez les adultes dans la dernière mouture. Mais c'est certain que je ne veux pas spéculer, là, je vous répondrai peut-être sur la plateforme demain, mais par le passé, il était capable. Des fois, ça créait des enjeux de performance un petit peu parce que certaines chenilles de papilio, particulièrement, sont très similaires. Puis la quantité d'images qu'on avait n'était pas énorme pour augmenter la performance, là. Mais oui, il est capable. Et pour les œufs, vous dites que Ouf. c'est... Les œufs, je pense. Est-ce que, non, je vais poser une question un peu folle. Ouais, ouais. Comment voulez-vous qu'on compte les œufs, là, tu sais, quand il y en a des, je sais pas moi, je pense que c'est prolifique, des papillons, non? C'est des centaines d'œufs. Oui, en général, par Milliers. exemple, ça dépend des espèces. Il y a certaines Ça serait- espèces qui vont pondre de façon très grégaire, là, comme les damiers. Parce que les damiers, initialement, ou toute cette sous-famille-là, là, les damiers, les baltimores, vont faire des nids, initialement un peu comme des chenilles à tente sur les plantes hautes. Et là, c'est sûr que ça va être très difficile, même les chenilles. Moi, souvent, je vais trouver des nids de chenilles sur les astères de damiers.
Et ben, je vais estimer trentaine, quarantaine, au mieux de ce que je peux. Mais oui, parfois c'est très difficile. Pour certaines autres espèces, pour éviter la compétition intraspécifique, la femelle va pondre un ou deux œufs par plante, mais va surtout distribuer et répartir ses œufs un peu partout dans l'environnement. J'ai une dernière petite question vite fait. Ouais. D'après ce que j'ai compris, il y a des espèces qui sont menacées, je ne sais plus comment vous dites en anglais d'ailleurs, mais est-ce que par défaut, le petit logiciel va nous le mentionner, qu'on doive éventuellement pas indiquer l'endroit où on l'a observé? Euh, Tu sais, le, c'est comme, je prends un autre exemple, là, tu sais, d'ailleurs votre père, il est à la base de eBird et Epoch, là, j'ai des contacts avec lui à l'époque, c'est le cas de dire. Par exemple, tu sais, je sais pas moi, une espèce d'oiseau menacé, je sais pas moi, un busard des marais, par exemple. Tu sais, si ouais, tu mentionnes un nid, ben, par défaut, il va te donner le lieu du nid, oui, mais sur ouais, non, puis une zone de 20 kilomètres autour, que tu sois pas capable de mettre le point dessus. oui, donc c'est ça. On a trois niveaux d'identification. Il y a public, sensible et confidentiel. Lorsque c'est sensible, Oui, mais comment est-ce que nous, on peut savoir que c'est sensible? C'est ça que je veux savoir, en fait. euh, Il le met par défaut. non, on le fait, pour l'instant, on laisse le contrôle à l'utilisateur. Moi, je peux pas savoir ça, hein. Je Non, ne non, sais mais pas. il y a les gens qui vont faire le contrôle, ils vont valider les OK, observations, d'accord. vont pouvoir vous aviser aussi OK. pour le faire OK. en général. Euh, et c'est un peu délicat la posture par rapport à ça parce que il y a une partie de la littérature qui montre que plus les gens sont au courant qu'une espèce menacée se retrouve à un endroit, plus elle a de chances d'être protégée. Et plus c'est caché, moins elle a le cas. Je comprends, si on atteint, puis je vais être très heureux quand on va avoir atteint ce niveau-là, mais qu'on va avoir 50 lépidoptéristes qui vont aller voir un papillon à un endroit, comme c'est le cas pour les oiseaux, pour les photographes de hibou ou d'oiseaux de proie ou d'espèces rares, là, à ce moment-là, on reconsidérera l'approche. Mais ça peut se faire et ça va se faire. On a les statuts de conservation de toutes les espèces dans la banque de données à travers les UCN. Donc, déjà à ce moment-là, si on voulait l'automatiser, on pourrait le faire dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, Marc? Oui, une petite question. Lorsqu'on demande l'aide de l'intelligence artificielle pour nous aider à identifier un spécimen à l'aide d'une photo, on nous soumet des noms ainsi qu'un certain, appelons ça un pourcentage de confiance au niveau de l'identification, mais il n'y a pas d'image de Ça l'espèce. s'en vient. Ça s'en vient, OK. Oui, 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 oui. Ce serait Même moi, quelque ça me chose de... dérange. Puis pas juste l'image, la capacité de cliquer sur le nom de l'espèce, puis d'avoir une petite carte qui nous donne d'autres images, un peu comme on l'a sur l'application de iNaturalist, là. On va travailler là-dessus cet automne et cet hiver. Excellent. Puis un autre aspect pour moi qui commence, on fait des observations, par exemple, et puis on ne maîtrise pas le nom des espèces encore. J'ai commencé à faire les feuillets époque et puis ensuite eBird, mais là, on a accès à une liste de toutes les espèces, puis on fait simplement mettre les nombres à côté. C'est la demande la plus fréquente dans le fichier d'aide, en tout cas en ligne, que Rodrigo reçoit présentement. C'est pour le lieu où on se trouve, d'avoir la liste de toutes les espèces communes qui se retrouvent là. Donc, ça s'en vient, ça aussi, cet automne. Il y a ce qu'on peut faire au début, puis j'ai oublié de le montrer dans l'application mobile tantôt, c'est vrai, on peut mettre l'identification à la famille ou au genre. Et plus tard, si on soumet une photo puis qu'on est capable de peaufiner notre identification à la maison, il y a la possibilité de modifier le nom de l'espèce de cette façon-là. Donc, ça serait ma recommandation pour l'instant, mais pour que l'appli soit plus puissante et plus élégante, on va justement cet automne travailler sur un API, là, un outil qui va générer au moins
générer une liste de toutes les espèces communes pour la région où vous vous trouvez pour faciliter ça. Et là, on aura juste à cliquer plus, moins, plus, plus, plus. Merci. Ça fait plaisir. Autre question? Bonjour, Johan. J'ai entendu parler souvent de toi, surtout pour le volet coléoptère. Je suis content de voir que tu es présent ce soir. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, Rodrigo, est-ce qu'il y a l'enregistrement? Oh, attendez, j'ai déjà. Oui, 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 pour le moment. OK. Oui, donc c'est ça, Monsieur Van der Kellen. On va être en mesure de faire cette migration-là à partir de l'automne. Euh, on s'attendait à cette demande-là quand même, qu'elle apparaisse, puis elle est complètement normale aussi. Euh, mais pour l'instant, si vous désirez commencer à utiliser la plateforme, allez-y. Puis les observations, vos listes là, de e-naturalistes vont être ajoutées. On va les ajouter sous forme de liste incomplète. Si vous avez des listes de papillons dans des carnets de notes, du passé aussi, un peu comme sur eBird, il y a une liste, des listes historiques que vous pouvez partager. On a, on peut le faire à l'interne. Vous pouvez contacter Rodrigo pour ça, mais on a la capacité de faire des téléchargements en batch. Et bientôt, ça va être disponible aussi pour directement à travers l'interface sur la plateforme en ligne. Probablement cet automne ou cet hiver, mais pour l'instant, la majeure partie de nos énergies, surtout pour l'équipe de programmation, était sur l'application mobile là, dans les derniers mois. Là, parce qu'on est une équipe beaucoup plus humble que eBird pour l'instant, mais tout aussi passionnée. Donc, mais une chose qui est sûre, c'est que vous allez avoir une réponse à vos questions à la minute près quasiment lorsque vous allez demander de l'aide, parce que la personne qui le fait, elle est en bas à droite de Marc. En tout cas, sur mon écran, c'est Rodrigo. Il est extrêmement efficace. Merci beaucoup. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. C'était super plaisant et n'hésitez pas, contactez-nous, participez, préparez-vous parce que bientôt, on prévoit lancer un atlas des papillons de jour, un peu comme ça se fait pour l'ornithologie, qui va durer 5 ans, en fait, avec des parcelles, des blocs que vous allez pouvoir adopter et aller inventorier. Donc, ça va être lancé en 2025 ou 2026 probablement. Mais on est prêt maintenant pour démarrer ce type d'initiative-là. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.